11 décembre 2009. Car c'est ainsi, 6e partie. Comme par enchantement, je me trouvais devant la Romerie. Aussitôt m'invita à y entrer mon ami de toujours, le capitaine Flint, ce grand soifard pour qui tout estaminet qui donne à boire du rhum est uni au trésor. Depuis que je l'ai rencontré, je dois avouer que sa boisson préférée énerve en moi un désir d'aventure. Folie quand on sait que je n'ai pas le pied marin, mais folie merveilleuse, puisque je me vois cinglé sur les mers du monde, le visage buriné par le soleil et les embruns. Pourquoi me revinrent alors à l'esprit ces mots ? Abraham se mit en chemin sans savoir où il allait. Je poussai la porte, flanqué à ma gauche du capitaine Flint et à ma droite d'Abraham. Curieux attelage. Ils se disputèrent. L'un préconisait un rhum sec, l'autre un grand verre de lait chaud. Lassé de leur criaillerie, j'optai pour le lait au rhum, à moins qu'il ne s'agît du rhum au lait. Bien m'en prit. Une douce chaleur s'emparait de moi. Du coup, mes parrains d'un soir se calmèrent. Devisant comme s'ils se connaissaient de longue date, paraissant préoccupé de ma seule personne, le capitaine Flint expliqua qu'il tenait en permanence à ma disposition les cartes les plus secrètes. Il se faisait fort de m'emmener partout où se dressait une île au trésor, et Dieu sait qu'elles étaient nombreuses. À quoi Abraham répondit que le seul trésor qui valût était à rechercher dans le cœur de l'homme. « Par Zeus !» s'écria le capitaine, qui avait des lettres. Puis, ayant lancé dans un anglais aviné « Old Nick !» il se tut. Que le diable s'appelle Old Nick, vieux Nicolas, en référence à Nicolas Machiavel, en dit long sur l'idée que les Britanniques se forment du mal. Abraham se crut autorisé à demander des explications. Bref, coincé entre mes envies de grand large et mes vieilles attaches judéo-chrétiennes, je rêvais de navigation au long cours, de ports accueillants, de légendes à dormir debout. Tandis que je commandais un deuxième verre de lait, je crus comprendre, quoique mon esprit fût des plus embrouillés sous l'effet de la fatigue et de l'alcool, que les ports où j'avais jeté l'ancre se situaient rue Sébastien-Bottin, très précisément au numéro 5, puis dans les jardins du Luxembourg et enfin à la Romerie. Telles avaient été mes navigations. Abraham le sage assurait que ces mouillages en annonçaient d'autres. Quant au capitaine Flint, il se contentait de sourire de manière fort énigmatique. Je me ressaisis, ce qui eut pour effet de faire disparaître mes deux compagnons. Enfin seul, me dis-je, comme si tel n'avait pas été le cas jusque-là. Bien qu'il fût adouci par le lait, l'alcool brûlait mes entrailles. J'appréciais cet état d'ébriété où se décuplait ma lucidité. Dans ces instants, j'avais le sentiment d'être capable de tout comprendre, quelque aride que fût la question posée. Des jeunes gens entrèrent en coup de vent. Ils riaient fort, s'adressaient en habitués au serveur, semblaient savoir par cœur la carte. Devant ces trois garçons et ces deux filles si élégants, si assurés, en un mot si parisiens, je me recroquevillais. Mon côté escargot. Soudain, le nom de Camus fusa au milieu de ce groupe, puis celui de Sartre. Nous y voilà. Quel autre nom aurait pu être lancé à cette époque-là ? Quelqu'un dit « Nous avons le génie en France d'opposer sans cesse les écrivains entre eux. Regardez Voltaire et Rousseau, et maintenant Sartre et Camus. » Une fille demande « Y en a-t-il d'autres ?» Le bellâtre resta coi, ce qui lui valut des quolibets. J'aurais voulu m'approcher, dire que j'avais passé une partie de l'après-midi avec Albert Camus. À cette seule pensée, je me fis horreur. Divulgue-t-on ce que l'on a de plus cher au tréfonds de soi ? Au troisième vers, plus rien n'existait autour de moi. Seul comptaient ces précieuses minutes passées auprès d'un homme qui, l'alcool aidant, devenait une sorte de démiurge. Par fidélité, il me fallait reprendre et retendre coûte que coûte le fil de notre entretien. De cette première question quasi inattendue qu'étonnante, « Croyez-vous en Dieu ?»
à ce dernier instant où je me vis offrir un exemplaire du portrait de M. Pouget, comment ai-je su exprimer au plus près ce que je vécus jusqu'à cette rencontre? En ce temps-là, il n'y avait pas de meilleure façon de se déterminer que la lecture. Elle aidait à commercer avec des esprits supérieurs, à se former auprès d'eux et parfois à se découvrir grâce à eux. C'est ce qu'il m'advint dès la première page de Noces. Aussi commençai-je à répondre à l'attente de mon hôte, tout de même gêné de me mettre en avant. Mais, après tout, chaque histoire personnelle appartient à l'histoire. Je sortais des nourritures terrestres, dis-je, mais j'en sortais frustré. Gide, à ce nom Camus se rapprocha. Gide m'avait offert, ou avait excité en moi, la part désirante sans qu'elle se rattachât en quelque manière, comme dans Noces, au monde sensible. Et je me suis dit, au terme de cette nuit où j'avais dévoré Noces, qu'enfin mon désir donnait sens au monde. Voilà pourquoi, ajoutai-je, je suis assis en ce moment devant vous. Ai-je parlé de la sorte? Seul demeurait vivace et douloureux l'instant où, ayant le dos tourné, puisque je suspendais mon manteau, je reçus entre les omoplates cette question. Croyez-vous en Dieu? Tel un coup de poing qui m'aurait coupé le souffle et rendu incapable de répondre. À telle enseigne que je dus, autant qu'il m'en souvenait, m'asseoir, c'est cela, aller jusqu'à une chaise, m'y laisser glisser, manière de gagner du temps, de reprendre souffle, avant d'acquiescer. Mais alors, me fut-il de nouveau demandé « Que venez-vous faire ici ?» Je n'ai à vous proposer que le nihilisme. Comment me tirer de ce mauvais pas? Le nihilisme était-il incompatible avec la foi? Que devenait l'esclave mis en scène à la première page de L'homme révolté? Et que signifiait le suicide? Seul problème philosophique, posé d'entrée de jeu, dans le mythe de Sisyphe. J'osais une insolence. Le nihilisme ne rendait-il pas compte des fins dernières? En moi trottait une idée simple. Le oui de l'esclave, même s'il prend naissance dans un non, n'en est pas moins un consentement à la vie qui est en lui par opposition à ce refus d'un monde de violence et d'injustice. Du coup, c'était le non de l'esclave qui m'intéressait. Si en effet il se dresse contre la violence et l'injustice dont il souffre, c'est qu'il aspire, sans qu'il soit besoin de les nommer, à la paix et à la justice, ces autres noms de l'amour. De sorte que le non rejoint le oui, et celui-ci, celui-là, dans un obscur mouvement dialectique qui soulève, sans qu'il soit nécessaire là encore de les désigner, la question des fins dernières. Lesquelles? Faut-il le préciser? Se situe entre le oui et le non de l'esclave, c'est-à-dire entre son acceptation de soi et son refus du monde. Il y a là une métaphysique de la révolte. Malheur à qui l'a réduit à une morale, ou pis, à une idéologie. Je parlais. Au vrai, je me taisais depuis si longtemps. Non qu'il me fût interdit de m'exprimer, mais je ne savais que trop que personne autour de moi n'était en mesure de m'entendre. Ni mon père, ni ma mère, chacun à sa façon, ne pouvait m'apporter la contradiction, seul moyen d'avancer. Et là, dans ce bureau, un homme que j'admirais comme, je n'aurais su le dire, ne se contentait pas de m'écouter. Il m'entendait. Son regard lourd et douloureux m'invitait à poursuivre, à aller au bout de ma pensée, à donner tout ce que j'avais eu envie de partager depuis des années et que j'avais renfoncé en moi dans une sorte de colère impuissante. Le choc qu'avait provoqué en moi la lecture de Noces se propageait, onde après onde, jusque dans cette conversation. À présent, je savais, oui, je savais que je ne m'étais pas trompée en cédant à cette pensée, en me laissant pénétrer par elle, en la laissant m'envahir, me submerger, hautes eaux de l'abandon, et que cette rencontre tant souhaitée, tant rêvée, enfin réalisée, allait marquer à jamais mon existence.